à la conférence de presse de Paddington 2, un film produit par David Heyman et Studio Canal. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir David Heyman, le producteur du film, et non des moindres. David, please join us. Le réalisateur et co-scénariste, bien sûr, Paul King. Henry Brown, who else but Hugh Bonneville. Et bien sûr, la voix française de notre Paddington, Guillaume Gallienne. Well, welcome to Paris, and thank you for bringing this very British bear to our shores. Well, obviously, David, it all started with you a decade ago. So my first question will be to you. I mean, what were really the creative and producers' challenges when you decided to revisit Paddington? First, just as Paul might do later, Paddington is from Peru. So even though the Browns represent the very best of Britain, I think Paddington represents the best of what Britain wishes it was in some ways. So in terms of creative, I think the first challenge was Paddington was a character who was first written about 1958. And so the first challenge was how to modernize him without making him feel trendy or contemporary, to actually give him a timeless quality. That's one. The second was in terms of his design. He'd only been created in a two-dimensional space. And so to create in terms of his design, something that could exist in three-dimensionally. And then to find a story, because the stories are only short stories, to create a story that could last for an hour and a half. And then there were various other challenges, but finding the director was the most important thing, the writer-director. And I think we're very fortunate to have made a wise choice in finding Paul King. Alors d'abord, évidemment, Paddington, même s'il a été créé par un Anglais, eh bien, est un ours qui vient du Pérou. Mais en fait, il représente, je crois, le meilleur de ce que l'Angleterre voudrait être. Mais je crois que le premier défi finalement posé par cela, eh bien, rappelez-vous qu'il a été créé en 1958. Donc, le plus grand défi était de le moderniser, sans en faire quelque chose qui soit totalement contemporain, qui soit la mode. En fait, il y a une certaine intertemporalité dans ce personnage. Autre défi, bien sûr, son concept, le design, c'était un personnage à deux dimensions, en quelque sorte. Et là, évidemment, il fallait créer un personnage tridimensionnel. Et puis, bien sûr, l'importance de l'histoire, car l'œuvre, évidemment, en elle-même, ce sont des livres très courts. Et là, il fallait évidemment en faire un film d'1h30. Enfin et surtout, trouver le réalisateur, également le scénariste. Et je crois que en Paul King, nous avons été très chanceux et nous sommes très heureux, évidemment, de vous présenter ce film. Je voulais juste savoir, alors Paddington représente beaucoup l'autre, l'importance d'accueillir le regard de l'autre. Alors la situation en Grande-Bretagne politiquement a peut-être, je ne sais pas, influencé le Paddington 2. Je voulais justement savoir, avoir votre avis là-dessus, savoir s'il y a eu des modifications scénaristiques ou des choses comme ça. Voilà, merci. Well, obviously, Paddington represents the other, how we welcome the other, the outsider. Politically speaking, were you influenced by what is happening at the moment in Britain, and did you consequently modify the script as you were going on? No is the answer. No, it's we. I think the spirit of Paddington is about kindness, and he searches for the good in other people. And we looked at, he is a little bear in a big world, and he is trying to hold on to his values. And
we really looked at the films of Frank Capra, especially the pre-war films of Mr. Smith Goes to Washington and Mr. Deeds Goes to Town, and they're really films about a little person with good nature going into a big cynical world. So I think the lessons of those films of kindness, of openness and generosity are as true, if not truer now than they are then. So I think the film has resonance now because of what is happening in the world, a world where we are very good at tribalizing ourselves and putting ourselves into different camps, no matter in 1,000 ways. Background, ethnicity, wealth, nationality, political divides. And I think what is wonderful about Paddington is he breaks through those things, but I feel those are timeless issues rather than something about European politics at this moment. Alors c'est vrai que donc nous n'avons pas changé le scénario. Ce que nous avons voulu garder, c'est l'esprit de Paddington, c'est-à-dire sa bonté, la façon dont il recherche toujours le bien chez les autres. C'est un petit ours dans un monde vaste. Et ce qu'il essaie de faire vraiment, c'est de garder ses valeurs. En fait, évidemment, c'est l'esprit des films de Frank Capra, bien sûr, comme Mr. Smith Goes to Washington, mais c'est toujours l'image d'un petit personnage qui plonge dans un monde de cynisme. Et les leçons à en tirer, eh bien, ce sont des leçons de bonté, de générosité, de partage. Alors effectivement, lorsque l'on voit le monde aujourd'hui, ce sont des leçons qui peut-être résonnent encore davantage. Mais en réalité, c'est vrai que nous sommes de plus en plus divisés, nous créons des tribus autour de nous, nous avons des différences par rapport aux ethnies, par rapport au camp politique, par rapport à nos fortunes. Donc évidemment, ces problèmes sont évidemment encore plus vrais aujourd'hui, mais ce sont en réalité des concepts intemporels qui n'ont rien à voir finalement avec les problèmes actuels qui sont évidemment partout en Europe. Question là-bas. Pour rebondir sur cette question, justement, est-ce que la thématique, c'est pas l'autre, l'accueil de l'autre? On voit que quand la rue se referme, elle ne vit plus, et que quand l'autre vient, ça nous ouvre au monde et ça nous ouvre aussi à nous-mêmes. Well, obviously, to bounce back on this theme of the other, is that also about how to welcome the other? Is the way, like the Russian, is the way to open us to the world, but also to ourselves? Je crois que je comprends, mais peut-être pas exactement. I think the Browns certainly represent a great generosity of spirit, and what they do in adopting Paddington is very important. And even in the context of a film for families, it shows remarkable kindness and openness. And I think Paddington is a character we relate to. But the Browns are really the role models of how we should all be, very kind and sincere and loving. And I think what is remarkable about what Hugh does and Sally in the film is they manage to be very funny and very, they make the comedy work, but they also show great heart and no cynicism. And it's an extraordinary balancing act. There's nothing cynical about the film, and I think that's very beautiful. Alors c'est vrai que évidemment les Browns représentent la générosité, l'esprit justement d'ouverture. Et lorsqu'ils adoptent Paddington, bien sûr, c'est très important dans le contexte, évidemment, d'un film de famille. Ils ont cette bonté, cette ouverture d'esprit, et c'est pour cela aussi que nous-mêmes, nous avons cette réponse et nous réagissons de telle manière à ce film et au personnage de Paddington. Ce sont en quelque sorte, les Browns, ce sont des modèles. Ils sont dans la bonté, dans la générosité, et finalement, lorsque l'on voit le travail remarquable de Hugh et de Sally, ils sont à la fois dans l'humour, la comédie, mais aussi ils ont cette chose formidable, c'est qu'il n'y a aucun cynisme en eux. Et c'est cela qui est important. C'est une question pour Hugh Bonneville. Entre son rôle dans Paddington et celui dans Downton Abbey, on a l'impression que c'est un gentleman anglais parfait. Est-ce que c'est le cas dans la vraie vie ? Et est-ce qu'il ne voudrait pas un rôle complètement à contre-emploi? Alors, Hugh, this is a question for you. I mean, between Paddington and, of course, Downton
Abbey, it seems like you are the perfect British gentleman. Is that true? If No. truth be said. No, but I'm quite a good actor. Non, mais c'est un très bon acteur. Je suis un bon acteur. Et would you like sometimes to do films that are totally different in who you are on screen? Well, I would say that even though controlling one household is a common theme in both those projects that you mentioned, I think they're quite different. I don't think Lord Grantham can do the splits quite as well as Mr. Brown can. Or you. Or indeed me, yeah. My new book, Hugh Bonneville on Chakrobatics, is coming out soon. I've had a lot of fun contrasting things like the stiff white collar of Downton Abbey with the lycra of Mr. Brown in Paddington and all points in between. Alors, vous savez, je crois que même si effectivement ces deux personnages dont vous parlez sont à la tête d'une maisonnée dans les deux films, mais en réalité ils sont très très différents. Et d'ailleurs, je ne suis pas aussi acrobatique que l'est justement mon personnage. Je crois que je vais bientôt attaquer un livre, Hugh Bonneville's Acrobatics. C'est comme ça vous renseignera plus. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à passer du côté très collé-monté et chic de Downton Abbey au lycra que porte Mr. Brown dans Paddington. Question ici. J'aurais une question pour Paul. On voit Hugh Grant dans un registre qui est un peu plus fou, un peu plus burlesque que ce qu'il fait d'habitude, notamment dans les séquences où il parle avec lui-même, où il parle à des personnages du théâtre. Est-ce que vous avez laissé place à quand même un peu d'improvisation, ou est-ce que tout était scripté depuis le début? Est-ce que vous avez laissé sa folie parler un petit peu? Alors, Hugh is an amazing improviser. He's very funny, and he's a great writer as well. One of my favorite things about the film is I get to work with these actors who are not just actors but also comedians, and this Hugh is also a terrific writer, and we spend a lot of time in rehearsal building the script and making it funnier and trying to find every last joke in there. When we started writing the scenes with the mannequins, I had no idea that Hugh Grant could do more than one voice. I had only ever heard, this guy, and it was very nice to see that he could do lots of different accents and do funny things, and it was really seemed very easy for him. The book is the pop-up book is absolutely splendid, and children love them. Can you, either of you, remember one pop-up book of his childhood? Okay, I think I had one of Paris, actually. Okay. I seem to remember because I got really cross because the top of the Eiffel Tower fell off. They are magical, and they do take you to a different time and to an image of the city that is very, very resonant of a particular era. But they've been beautifully recreated for the film. Who did them in the movie? There's a paper architect, a paper engineer called David Horwood who helped build them, and then we rebuilt the same things in the computer. It's a scene I wanted to do in the first film. I've always wanted to do Paddington in a pop-up land. There's an amazing 1970s animated series of Paddington that Ivor Wood did, where you see this little three-dimensional bear in a sort of paper world, and I always felt it would be fun to do using modern technology, do a more elaborate dream sequence in a book, but we could never find a space for it in the first film, so it was very nice to get it in this time. Thank you for having done it. It's really. Oh, thank you very much. Alors, Hugh disait, en réalité, les questions, est-ce qu'il y avait un livre pop-up comme ça qu'il avait marqué? Et en fait, oui, un pop-up de Paris, justement. Et franchement, il était assez énervé parce que le sommet de la Tour Eiffel est tombé. Mais en parlant et puis disant vraiment que ce qui était magique là-dedans, c'est que, bien sûr, il y avait la magie de retourner, de revenir en arrière dans des temps anciens, où les villes avaient un cachet totalement différent. Et ici, justement, dans ce film, ça a été magnifiquement et très joliment recréé. Ensuite, se tournant, bien sûr, vers le réalisateur, eh bien, c'était de se dire, voilà, comment est-ce que cela a été fait? Eh bien, ça a été David Hardwood qui a vraiment un ingénieur qui a reconstruit, en quelque sorte, ce pop-up livre, qui ensuite, ils l'ont reconstruit
sur ordinateur évidemment. Et d'ailleurs, dans le premier film, donc image de synthèse, mais dans le premier film, justement, eh bien, il voulait une scène, il voulait que la scène d'ouverture du film soit justement une scène tirée d'un pop-up book, en souvenir un petit peu d'une série animée qui avait été par Woods dans les années 70, où il y avait un petit ours en 3D qui évoluait dans un monde de papier. Et ce qu'il voulait faire, eh bien, c'était moderniser avec les techniques actuelles cela, et évidemment créer une séquence onirique beaucoup plus forte. Mais en fait, dans le premier Paddington, eh bien, il n'y avait pas eu la place de le faire. Donc cette fois-ci, voilà, c'est fait. Guillaume, je vous vois sourire à tout cela. Je sais que votre anglais est absolument parfait, mais vous-même qui faites partie de l'aventure depuis le début, puisque vous êtes la voix essentielle de Paddington, comment vous-même vous êtes-vous plongé dans cet univers et comment avez-vous retrouvé Paddington pour la deuxième fois? Je l'ai retrouvé avec beaucoup de joie, surtout. Non, ce que j'ai encore plus aimé là, c'est que, par exemple, que ce soit le pop-up ou que ce soit... il y a énormément d'éléments dans le scénario, dans le film, qui nous ramènent à l'imaginaire qu'on avait enfant, avec ce champ de possibles qu'on a un peu laissé de côté en grandissant, mais qu'on retrouve avec un bonheur inouï de pouvoir, en effet, se mettre à l'échelle d'un livre pop-up et faire animer tous ces personnages qui sont figés en dessin, de pouvoir monter à cheval sur un chien, de pouvoir... toutes ces choses, ce champ de possibles qu'on a dans l'enfance et qu'on perd un peu. Et là, on le retrouve familialement de 7 à 77 ans avec un bonheur non dissimulé. C'était surtout ça. Après, évidemment, cette innocence et cette témérité qu'il a, ce courage qu'il a, cette façon de prendre par en dessous les coups durs en faisant juste un petit son un peu déçu, mais un peu courageux, et en même temps cet enthousiasme qu'il a, comme les Anglais peuvent avoir lorsqu'ils disent bonjour, où tout d'un coup ça devient très large, hello, et très généreux. Ce contraste-là, qui est vraiment assez rare malheureusement de ce côté-ci de la Manche, c'est très très agréable de pouvoir plonger pendant quelques temps dans cet esprit-là et cette générosité-là. Question, ici. Oui, bonjour. J'ai une question pour Guillaume Gallienne. Par rapport entre le premier du coup et cette suite, est-ce que quelque chose a changé pour votre approche du doublage, votre appropriation du personnage ? Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est tellement bien fait dès le début. L'énorme avantage du doublage, vous savez, c'est que toutes les questions qu'on se pose quand on travaille un rôle, tout le travail est fait. C'est eux qui l'ont fait, donc c'est cadeau. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai aucune question à me poser de est-ce que là, je dois le faire plutôt comme ça, est-ce que je dois le faire plutôt comme ça. Non, c'est là. Donc, la seule chose, c'est de ne pas trahir l'esprit, évidemment, d'être au plus proche de ce qui a été proposé par la version originale, et en même temps que ce soit adapté. Donc, il y a des choses qu'on doit élargir un tout petit peu, d'autres à cause du rythme des phrases qui n'est pas exactement le même. On s'adapte, mais c'est à chaque fois tellement bien fait. Et puis Ben Whishaw, qui fait la voix anglaise, est un acteur assez étonnant, très, très étonnant. Il prend les choses à contre-pied. On a l'impression que c'est jamais systématique, c'est tout le temps du cœur. Il est branché directement du cœur. Mais vraiment, c'est un acteur qui est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'il place l'enfance, juste dans le cœur, pas dans une couleur de naïveté ou d'espèce de fausse légèreté. Il n'imprime rien de cliché, c'est juste le cœur. Et donc, j'ai juste essayé de suivre ça au mieux. Voilà, merci. Can I just say, I was, Paul, myself, Hugh, went to the screening last night, and to watch the film with Guillaume's voice was such a pleasure. It was such a gift to us. It really was, because, you know, it's not always that way. And in fact, more often than not, it's not. So to hear his voice and what he brought to Paddington was a beautiful thing and lovely for us to witness and to hear. Thank you very much. You should also have played Mrs. Bird. I think that's... I would love that. Nous aussi, on adorait. Alors, c'est vrai. Alors, David rajoutait que hier, justement, ils ont découvert avec Paul et Hugh le film avec la voix de Guillaume, évidemment.
Il me disait, voilà, ça a été un plaisir, mais aussi un cadeau. Parce que ce n'est pas toujours le cas, bien au contraire. Et là, d'entendre la voix de Guillaume, d'entendre tout ce qu'il avait finalement amené dans son jeu, eh bien, c'était un moment formidable. Et Guillaume d'ajouter, mais voilà, il serait parfait en Mrs. Bird. Et Guillaume de rajouter, mais j'adorerais. So maybe next time. I love Julie Walters and too much. J'adore Julie Walters, voilà, bien sûr, trop. Question là-bas. Bonjour. J'entends parfois les adultes dire regretter que ce soit un film pour les enfants, surtout pour les enfants. On a l'impression qu'ils ont envie que ce soit surtout pour eux. Donc j'ai du mal. Pourquoi les adultes ne veulent pas partager Paddington avec leurs enfants? On voudrait d'abord que ce soit pour les adultes, puis pour les enfants. Ah. Alors, well, it seems that adult audience anyway, regret somehow that this film is aimed primarily at kids. In a way, they wish that it were first for adults and then for kids. Do you agree with this? Not? I think it's for me. I don't have children, and I don't set out to make a film for children. We set out to make a film that would entertain ourselves, and then we hope that other people are entertained by it. For me, I don't try to make a scene for a child, a scene for a grown-up. I just try to make things that will make me laugh or make me cry, and I feel the influences on the film, certainly Chaplin is one of the huge influences. I laugh at those and I cry at those, and I am 41 years old. Alors voilà, alors évidemment, Paul nous dit, mais c'est pour moi que je l'ai fait, pas pour des enfants. En fait, je ne l'ai pas du tout fait dans un but d'être un film pour enfants ou pour adultes. Le but premier, vraiment, c'est de nous divertir. Et en espérant, évidemment, que nous allons divertir un public large. Mais je ne tourne jamais de scène ou de film en me disant, telle scène est pour les adultes, telle scène est pour les enfants. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est des scènes qui me font rire ou qui me font pleurer. D'ailleurs, évidemment, une des influences majeures, c'est Chaplin, bien sûr, et qui me fait rire, qui me fait pleurer. Et j'ai 41 ans, donc voilà, c'est ni pour enfants, donc ni pour adultes. I saw you nodding, David, as you were saying, it's not at all made... No, I mean, one of the reasons why I asked Paul to direct the film was because he'd worked... I saw his first film, and within that film there was all sorts of references, but there was material for young and material for old, and he'd worked on The Mighty Boosh, which was a wonderfully subversive TV series that had, again, a very broad audience and humor base. I think it's really important that we don't make films from the outside looking in, but from the inside looking out. We make films for us, and hopefully, and it's so satisfying when a film connects, because you never know, you make a film that doesn't connect with the same love that you make a film that does connect. And it's about finding things that touch you, and if they touch you, the belief is that others will be touched too. And I know that's how Paul makes his films. I'm sure that's how Guillaume makes his. And we're all about selfishly making films for ourselves that hopefully others can connect with. Alors c'est vrai que une des raisons d'ailleurs pour laquelle justement je dis que ce n'est pas un film fait dans cet esprit, c'est que je voulais absolument, comme réalisateur, Paul est basé sur le premier film qu'il a fait, où il y avait justement des tas de références différentes, des références pour les jeunes, des références pour les moins jeunes, et c'était Mighty Boosh qui était vraiment une extraordinaire série télé complètement subversive, et là-dedans vraiment il y avait de tous les genres et de tous les tons. Ce qui est important justement, ce n'est pas de penser à ce que les autres vont penser, mais plutôt à ce que nous-mêmes nous allons penser. Nous faisons ce film avant tout pour nous. Et bien sûr, c'est une satisfaction très particulière lorsque nous voyons que ce qui nous plaît crée un lien avec un public très différent. On essaie finalement, nous tous, de faire des films qui nous touchent
et qui vont donc toucher d'autres. Et je suis sûre que à chaque fois que, évidemment moi, mais Paul, Guillaume, you évidemment, vous faites des films, c'est dans ce même but. En fait, nous voulons de façon peut-être égoïste, d'abord nous amuser, mais de façon merveilleuse, partager cet amusement. Bonjour. What is your favorite scene in the movie and your best moment of the shooting? It's for everybody. Donc, quelle est votre scène préférée dans le film et le meilleur moment du tournage? Best memories, best moments. Yes. I think my favorite scene is, it was also probably my favorite scene to direct, was the scene where Henry and Mary have broken into Phoenix Buchanan's house, the baddie's house, and Hugh is there, and they're very difficult to do, these scenes. They hopefully they look easy, but it's sort of three people, and I remember it being one of those days where you go, I have three of the best performers in the world. Two Hughes, so that was awkward. I know, and I never. So you know, we just used surnames. I have a big directing stick, which helped me. No, there's no stick. But it's really lovely when you go. They are exquisite performances, and to put them together in the editing room afterwards it's just a real pleasure. Thank you. Good taste. Donc vous avez bon goût, mademoiselle. Alors voilà, la scène qu'a préférée Paul et qu'il a préféré aussi mettre en scène, c'est lorsqu'évidemment Henry et Mary se retrouvent dans la maison, qui sont en train évidemment d'entrer chez Phoenix sans qu'ils le sachent, et puis rajouter, puis en plus il y avait deux Hugh, donc voilà, c'était difficile. Et d'ailleurs, Paul de rajouter, en riant évidemment, d'ailleurs j'avais deux comme ça, tant pour les réaliser évidemment, non. Mais c'est vrai que lorsque l'on a trois personnages, et dont trois acteurs extraordinaires, c'est vraiment un joli moment. Et c'est vrai que de les voir vraiment interpréter avec nuance cette scène, eh bien en salle de montage, c'était vraiment un réel plaisir. What about you, Hugh? What was your favorite scene? Hugh B. I think I love it when the family are together and when they're with the bear. And so I think in this film it was the moment when we went to visit Paddington in prison, and the timing of all the different prisoners appearing in this little tight frame was very complex and had to be, was it 15 takes? I can't remember. So that was, and being on the other side of the glass watching them do that was hilarious, because they're all wonderful comedic actors in their own right, and to see them all come together was great. And then the writing of that scene is really fun as well, and just the simple gag that Mr. Brown turns off the wrong button, I think is very funny. Alors, en fait, pour moi, je dois dire, moi évidemment, j'aimais beaucoup, surtout en premier, toutes les scènes où évidemment ils sont avec Paddington, toute la famille. Mais je crois que ici, c'était la scène où évidemment ils vont voir Paddington en prison, parce qu'il y avait vraiment un timing à respecter, vraiment une utilisation vraiment du cadre à respecter. Je crois d'ailleurs que Paul a à peu près fait 15 prises ou quelque chose comme ça. Mais je dois dire que de voir tout ça de l'autre côté, en quelque sorte, de cette vide qui nous séparait, de voir ce groupe d'acteurs formidables, en plus avec un scénario, une écriture très drôle à ce moment-là, eh bien oui, c'est vraiment, pour moi c'était très drôle évidemment, et quand ils se trompent de bouton, alors là c'était évidemment le point culminant. As a producer yourself, I mean, were there scenes that you felt were funny or you remember most? So as a producer, I'm not going to, and who always wants more, I'm going to talk about two scenes. Good. The first is when Paddington first meets Knuckles, because I think Brendan Gleeson's performance is so beautiful. The blend, finding the tone, whereby he can be fierce but not too fierce, vulnerable but not too vulnerable, and the bond between Brendan, Knuckles, and this bear that doesn't exist is, I think, easy to underestimate the challenges and the beauty of that performance. So that's one. And the other is just Paul's imagination and the beauty and the magic of going into the pop-up book, which I think is pure poetry, pure magic, and shows the great, displays the great skill of
Frame Store and the team there, and the beautiful, tender, soulful, magical imagination of Paul. Alors, puisque je suis le producteur, bien sûr, j'en veux plus. Donc, je vais vous donner 2 scènes. La première, c'est lorsque Paddington rencontre évidemment Knuckles en prison. Magnifique Brandon Gleeson. Parce que c'était une question de ton, vraiment de trouver la nuance juste. Il fallait à la fois qu'il soit assez effrayant, mais pas trop. Qu'il soit vulnérable, mais pas trop. Et en plus, il faut s'imaginer cette performance face finalement à un ours qui n'existe pas. Donc il faut vraiment s'imaginer les défis et la beauté de ce jeu d'acteur. Et puis, deuxième chose, évidemment, et ça c'est vraiment dû à la magie et à l'imaginaire aussi de Paul, c'est évidemment le livre Pop-Up. Parce que pour moi, c'est de la poésie pure, de la magie pure. Et c'est d'ailleurs dû, entre autres, à l'immense talent de Frame Store, hein, qui a créé évidemment ces effets, où il y a à la fois tout ce côté tendre et toute cette imagination, et en même temps, on est dans l'âme, dans l'esprit, dans la poésie. I have a question about the globality of the movie. There's no technology in there. There's no cell phone, there's no computer, and everything is about finding clues and forgetting about games and technology as we know it in the modernity. Was that intentional? Especially in the frames, we can see that you put some messages here and there in the newspapers, in the walls, etc. Was that to push children to go to adventures and forget about, technology in a way? It wasn't so much a message. It was an attempt to create a timeless city. So the books were written in 1958, and people have grown up with him in different ages, and it's part of the way we make the magical city. I always feel if there's a cell phone in a film, 1 year later it will look out of date, and we wanted to create something eternal. Alors en fait, je crois que au départ, ce n'était pas tant un message que j'avais envie d'envoyer, mais ce que nous voulions faire, évidemment, c'était un film intemporel, où la ville elle-même a les couleurs et les modes de l'intemporel. Bien sûr, les premiers sont sortis en 1958, et des générations ont lu ces livres. Mais nous voulions absolument enlever cette technologie dont vous parlez pour garder l'image magique de cette ville. Et je pense toujours que dès qu'il y a intrusion de portable dans un film, eh bien évidemment tout de suite, l'année suivante ou 2 années plus tard, ça peut paraître démodé. Or, nous voulions que cette histoire et ce film aient une couleur d'éternité et d'intemporalité. Donc Paddington, c'est une aventure familiale. Je voulais savoir s'il y a un 3e film. Est-ce qu'on pourrait imaginer encore une aventure encore plus grande, l'emmener ailleurs, par exemple un retour aux sources au Pérou? All right, well, I mean, Paddington is obviously very much a family adventure. Let's imagine that there is a 3rd film on the way. Would you imagine a bigger scale or back to Peru? I mean, what would it be or could it be? What can you tell us about it? We don't know yet. I mean, we need to find the story, and there will only be a 3rd film if we can find a story that is organic and true and feels true to the spirit of Michael Bond's creation. We have thought about going to Peru. Paddington on Mars. Paddington on Mars, yeah. Yeah, we have, Paddington in space, of course. I think it's not about scale. It's not really about making a film bigger just because, for the sake of it. It's about finding the right story and to tell a story that's different to the one that we've just made. Paul, when he set out, with this film, it was very clear that he didn't want it to be a remake. There had to be a reason for telling this film. At the end of this film, of the first film, Paddington had a safe home. At this film, home is taken away from Paddington, and he has to find his way back. So we were able to explore different things and different themes and a different story. And I think as we think of the 3rd,
that'll be the driving force rather than the scale. The scale in this one was, as Paul said, sort of as a result of the snowballing of the story. It didn't come from, let's make it bigger. That shouldn't, it's not calculated, it's not looking from the outside in. It's about the inside out, and that's where we need to begin, is what's the right story for this bear. Come to Paris. Yes. I think Paddington should come to France. We've got plenty of themes for you guys. Meet his French cousin, who Yeah, you exactly. could also voice. Alors, voilà. Alors, tu me disais que justement, voilà, ils ne savent pas encore où vont les mener les prochaines aventures, parce que la première chose essentielle, c'est de trouver évidemment une nouvelle histoire qui soit organique et surtout qui soit fidèle à l'esprit évidemment de l'œuvre de Michael Bond. Alors on a pensé au Pérou, ou alors sur Mars, ou en espace, voilà, Paddington on Mars, ou bien à l'espace. Non, mais en fait, pour être plus sérieux, il ne s'agit pas ici de faire plus grand, plus gros, d'avoir une dimension plus grande. Ce qui est important, c'est d'avoir l'histoire juste. Et Paul, d'ailleurs, quand il a commencé le tournage de ce film-ci, a été très très clair qu'il ne voulait absolument pas faire un remake. Ce qu'il voulait, c'est trouver une histoire, une raison réelle de continuer les aventures de Paddington. Par exemple, dans le premier Paddington, eh bien, il s'agissait pour Paddington de trouver enfin une maison, un foyer. Ici, ce foyer disparaît, on l'arrache de sa maison, et donc tout le thème est comment retrouver son chez-soi, comment retrouver sa famille. Donc à chaque fois, ce n'est pas l'échelle d'un film qui est la force motrice, c'est l'histoire. Ici, bien sûr, vous avez vu que l'échelle grandissait parce que c'est l'histoire qui nous amenait justement jusqu'à ce train, etc. Mais c'était dû à l'histoire, ce n'est pas parce qu'au départ, nous avions calculé de le faire plus grand, plus cher, plus beau. Non, c'était l'histoire. De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de nous et ça doit vous toucher, vous, public. Donc voilà, c'est ça que nous cherchons pour le troisième, eh bien, c'est l'histoire. Et Guillaume, bien sûr, a une excellente idée. Pourquoi ne pas venir à Paris et de rajouter, après tout, Paddington ne pourrait-il rencontrer ses cousins français? Ainsi s'achève, of course. In the question about your favourite scene, yesterday when I watched it in French, my favourite scene was the phone call that Paddington makes. He tries to make a phone call to the Browns, and Guillaume's work in that scene is unbelievable. And I've seen the film 1,000 times, and it really brought a tear to my eye. I always thought of like being at boarding school, phoning home. I don't know if you thought of that. I just think your performance is immaculate, and it's a great pleasure to have you here and on the film. Ah. Alors voilà, en fait, Paul, d'ajouter, quand vous parliez tout à l'heure de scènes formidables, eh bien, lorsqu'il a vu le film hier, évidemment, avec la version et la voix de Guillaume, eh bien, il dit, voilà, la scène où il est en train d'essayer d'appeler les Browns lorsqu'il s'est échappé, eh bien, Paul dit, moi, j'ai vu ce film des centaines de fois, eh bien, lorsque j'ai vu cette version et lorsque j'ai entendu le jeu de Guillaume, eh bien, j'en ai pleuré. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un peu comme lorsqu'on est en internat, en pension, et qu'on essaie comme ça d'appeler son père, sa mère, d'appeler chez soi. Et Guillaume de rajouter, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai vécu, oui. Voilà, that's what he lived. Thank you so much for this last touch. And thank you for bringing Paddington to Paris, really. Merci. My pleasure.